La Voix du Foot. Bonjour à tous et bienvenue sur La Voix du Foot, premier média audio dédié à la vie des clubs, à la préformation et à la formation. Votre nouveau rendez-vous football en partenariat avec ActuFoot. À mes côtés d'ailleurs deux membres éminents d'ActuFoot, Rida Boukercha et son rédacteur en chef. Bonjour Rida. Bonjour Fabrice. C'est la 15e fois qu'on le refait, donc c'est pour ça que je rigole. Et Kevin Hernandez, Kevin avec deux E, journaliste sportif. Bonjour Kevin. Bonjour Fabrice, bonjour Rida, bonjour à tous. Une émission 100% amateur aujourd'hui avec au sommaire retour sur les résultats du week-end en national et en régional. On sera en ligne avec l'entraîneur de la SCAN, Jean-Noël Cabezas, après sa belle victoire à l'Atlético de Marseille. Un zoom sur la D1 dont c'était la première journée. On sera en ligne avec le président de Saint-Sylvestre, Olivier Ferrandez. Saint-Sylvestre qui s'est imposé face au Antibes FC 1-0. L'instant tribune, on est allé prendre la température du côté de Montsartou qui accueillait le Cap d'Aille en R2 et qui s'est incliné à domicile de 1. Qu'en ont pensé les supporters? Réponse dans un instant. On écoutera aussi le papy avec beaucoup de tendresse de cette équipe du Cap d'Aille. Et puis un tour chez les jeunes en U14. Les régionaux de l'AS Cagnes-le-Croc ont joué à domicile contre Pays d'Aix. 0-0. Rida était sur place, il nous dira tout sur cette génération 2007. Et puis enfin en démission, on retrouvera la libre antenne. C'est vous qui prenez la parole. Venez faire entendre votre voix sur La Voix du Foot. Joueurs, entraîneurs, éducateurs, parents, dirigeants, arbitres. Intervenez en direct sur La Voix du Foot pour partager votre passion et aborder des sujets qui vous tiennent à cœur. 07 87 21 37 75. 07 87 21 37 75. Je peux le dire encore plus vite en fait. 07 87 21 37 75 ou par mail contact@lavoixdufoot.fr, vous nous laissez vos coordonnées et puis le sujet éventuellement et on vous rappelle. Enfin, La Voix du Foot, c'est aussi un média qui a pour vocation de devenir le médiateur du football, mettre en avant les bonnes pratiques éducatives au sein des clubs, mais aussi montrer du doigt les dysfonctionnements. Si vous êtes témoin ou victime d'un comportement inacceptable autour ou sur le terrain, vous nous contactez aussi au 07 87 21 37 75. Ce sera l'occasion aussi de dire un tout petit mot sur le Cavigal qu'on aime beaucoup, mais dont le comportement ce week-end a laissé à désirer. On y reviendra en fin d'émission. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Complètement. Alors, on est parti. L'instant amateur. Kevin, on démarre avec les résultats du week-end en national. Oui, et on commence avec le National 2, la poule C. C'était la 5e journée ce samedi. Et on a assisté, malheureusement pour les Grassois, à une défaite du RC Grasse 2-1 au Gol FC. Le Gol FC entraîné par l'ancien joueur professionnel de l'Olympique Lyonnais, le défenseur Chris. Et voilà, Grasse qui fait du surplace, on peut le dire, sur ces dernières semaines, avec 2 nuls, plus ce samedi, une défaite face au Gol FC. Grasse encaisse 2 buts en première période, le premier de la tête suite à un coup franc, et le second sur penalty, donc 2 buts sur coup de pied arrêté. Au retour des vestiaires, c'est Sami Bagdadi qui a réduit l'écart, mais ce n'était pas suffisant. Ils n'ont pas réussi à égaliser, malgré le fait d'avoir poussé tout au long de la deuxième période. Et un mot sur cette équipe de Grasse, je sais que t'aimes beaucoup. Ouais, non, mais ça arrive, quelques petits faux pas comme ça. Voilà, bon, je pense que ça va leur permettre un petit peu de se reconcentrer tranquillement et de revenir plus fort pour le prochain match. Le Gol FC, on l'avait dit, c'est une équipe qui sera dans les favoris avec Fréjus. Donc forcément, voilà, c'était un gros poisson. Peut-être que voilà, les étoiles n'étaient pas alignées ce soir. Samedi soir, pardon, pour permettre à Grasse d'empocher les 3 points ou de prendre un petit point. Moi, je reste quand même très positif sur cette équipe-là et je pense qu'elle va nous surprendre tout au long de cette saison. Moi, je suis déjà surpris. Parce que c'est quoi? C'est 2 nuls, une défaite. Sur les 3 derniers matchs, voilà. oui. Donc moi, personnellement, je suis déjà surpris. Parce que je m'attendais à d'autres résultats. Après, voilà, la loi du terrain, les hasards, les impondérables, etc. À mieux. Ah oui, c'est ce que je dis. Donc je suis surpris dans le sens où, effectivement, je m'attendais un petit peu à mieux. Et du coup, je trouve qu'ils se mettent un peu quand même la pression. Et juste petite rectification. On me dit dans l'oreillette que j'aurais dit que la personne de Saint-Sylvestre, Olivier Ferrandez. Voilà, Olivier Ferrandez, c'est pas le président, mais le coach de l'équipe D1 qui vient de monter, une équipe très jeune. Voilà, mea culpa, désolé, il fallait repréciser ça. Je vais enlever mon oreillette. On peut continuer. Oui, pour continuer sur Grasse, j'ai relevé 2 statistiques un petit peu inquiétantes sur ce début de saison. Bon, la première est facile à relever, une seule victoire en 5 journées de championnat. C'est dur à accepter pour le deuxième de N2 la saison dernière, une équipe qui est ambitieuse, qui espère monter cette saison. Et la deuxième stat, ce qui fait mal, c'est que c'est l'avant-dernière des équipes qui ont joué leurs 5 premiers matchs de championnat, donc avant-dernière au classement.
de toutes les équipes qui ont joué 5 matchs depuis le début. C'est encore une fois, c'est des stats, c'est pas. Non mais on parle d'un point à 5 journées, ça veut rien dire. Autant dans 5 journées, ils enchaînent 5 victoires et ils se retrouvent dans les 3 premiers. Et puis certainement que vous direz ici autour de cette table complètement différemment. Il faut quand même dire que ils ont perdu beaucoup de joueurs et surtout leur duo d'attaquants, Boussaïd et Mafuta. Alors oui, il y a Baradi qui est arrivé, il y a peut-être un autre attaquant qui devrait arriver, ça leur ferait à mon avis du bien. Begdadi qui revient à peine en forme. Il y a des motifs de satisfaction et je pense vraiment que la tendance va se modifier et qu'il faut juste être patient avec cette équipe. Puis il faut quand même dire quelque chose, c'est qu'ils ont affronté quand même 5 équipes très costauds de ce championnat de N2. C'est un début de championnat très compliqué au niveau du calendrier pour le RC Grasse. Oui, carrément. C'est pas facile. Tu commences par Toulon, qui est une équipe qui descend de N1 et qui a pour ambition, même si ça fonctionne pas très bien pour eux en ce moment, qui a pour ambition de remonter en N1. Tu joues Martigues, qui est un gros poisson. Tu joues Gol FC, qui met les moyens, qui a mis les moyens et qui clairement a annoncé qu'ils veulent monter en N1. Bon, tu joues Andrézieux, tu joues l'AS Monaco, qui est quand même une belle équipe. Moi, j'espère que Grasse s'est pas mis trop la pression, parce que à force de vouloir trop bien faire, on peut parfois, on se met une pression supplémentaire. Je pense qu'il devrait se relâcher peut-être un petit peu et puis. Je suis pas d'accord avec toi. Non, je suis pas d'accord avec toi. Ils travaillent bien de leur côté. Ils font. Voilà, pour moi, qu'on n'attend pas trop d'eux dès le départ, c'est ça? Est-ce qu'ils se sont pas dit bon allez, et à force de, est-ce qu'on n'est pas trop crispé du coup? Non, franchement, ils ont fait, alors pour revenir sur leur préparation elle est moyenne. Ils gagnent juste un match, je crois, et ils font des nuls et ils perdent des matchs. Et pour autant, quand ils ont commencé le premier match contre Toulon, moi qui ai vu 3 des 5-6 matchs de leur préparation, je me suis dit, ah oui, quand même, ils sont là, ils sont présents, il y a quelque chose qui se crée, qui se met en place. Franchement, je pense pas que que ça va être compliqué pour eux ou quoi que ce soit. Ça va monter ça va monter petit à petit en régime. Et il faut pas oublier qu'il y a quand même les séquelles aussi de la saison dernière. Il faut quand même pas oublier que tu finis deuxième d'un championnat que tu as dominé de la tête et des épaules pendant les 3/4 du temps, et tu te retrouves deuxième parce que le championnat était arrêté par force, comme pour tout le monde, et du coup tu montes pas, alors que peut-être que s'ils avaient continué, peut-être qu'aujourd'hui on parlerait de Grasse en N1. Donc encore une fois, il faut que tout se remette bien en place, que les étoiles s'alignent, et je pense qu'ils vont faire une saison où ils vont te surprendre, Fabrice, mais dans le bon sens. Maître Boukercha, j'ai reçu vos arguments 5 sur 5. On peut passer à la suite, Kevin. Si tu as raison, Rida, mentalement, c'est vrai que ça peut jouer le fait d'avoir terminé deuxième la saison dernière. D'accord, donc il y a 2 avocats, d'accord. En tout cas, il y a quelque chose de sûr, c'est que pour le prochain match, pas le droit à l'erreur pour les Grassois. Et en plus de ça, c'est contre Jura Sud samedi. Jura Sud, une équipe qui a mal entamé son championnat, qui fait partie des derniers. Donc, c'est erreur interdite samedi prochain. Et oui, c'est à domicile à la Paout, à 18h samedi prochain. 18h, je serai à Grasse, je veux voir ce match. J'y serai aussi. Et puis on en reparlera. Attention lundi, parce que là j'aurai les yeux rivés sur ce qui se passe. Vous ne pourrez pas m'endormir là en 2 minutes. Ils m'ont hypnotisé, là j'ai vu. Allez, on passe à la suite. Allez, Kevin. Allez, on passe à la suite avec la réserve de l'AS Monaco, toujours en N2C. Les Monégasques se sont imposés 2-0 face au Sporting Toulon. 2-0 à domicile, un but sur CSC et un deuxième but de Thiago Ribeiro. Thiago Ribeiro qui est auteur d'une excellente performance samedi dernier face à Toulon, qui est un jeune joueur portugais qui a vraiment géré parfaitement au milieu de terrain, qui a presque le niveau pour intégrer le niveau pro, en tout cas sur ce qu'on a vu sur ce dernier match. Et à signaler que Monaco l'a emporté à 9-11 après 2 expulsions. La première expulsion est intervenue à la 55e minute. C'est Mayout qui a pris un deuxième jeune et qui a dû sortir. Et une deuxième expulsion à la 82e minute, un rouge direct pour Eric Aya. Mais Monaco s'en est sorti avec une belle génération, des jeunes joueurs qui jouent en U19 nationaux l'année dernière, mais une génération qui est à suivre de très près. Moi, je kiffe cette équipe. Oui, je les ai pas encore vus moi cette année. J'en entends beaucoup de bien. En fait, c'est exactement comme vient de le dire Kevin, c'est la génération U19 de l'an dernier qui a fini invaincue.
Il y a 10 ou 11 joueurs qui sont montés dans le groupe N2. Peut-être qu'il va leur manquer à certains moments clés de la saison un peu d'expérience, un peu des personnes qui connaissent un peu le niveau et qui vont savoir gérer ce monde d'adulte un petit peu, où des fois tu vas jouer des équipes qui vont te faire déjouer. Mais sinon, je pense qu'ils vont faire une bonne saison. Ils vont être dans un top 6, top 7, je pense facilement, parce qu'ils ont largement de quoi faire et ils ont des arguments à faire valoir. Et puis surtout, là, ils ont démontré, parce que c'est quand même pas rien, parce que tu joues quand même Toulon, qui est quand même, comme je vous disais tout à l'heure, qui descend de N1, qui veut remonter en N1 directement. Tu joues Toulon, tu joues à 10 pendant près de 40 minutes. Ensuite, tu joues à 9 et tu tiens quand même le résultat. Donc moi, je trouve que c'est très positif, franchement, cette équipe-là. Même elle a des qualités mentales qu'elle n'avait peut-être pas la saison dernière. Et elle sort d'une saison aussi très compliquée la saison dernière, où c'était juste, ils ont failli descendre, ils se sauvent, ils ont commencé à réamorcer la pompe à partir de fin janvier, et ils ont fait les bons résultats au bon moment. Finalement, à l'arrêt du championnat, ils étaient juste au-dessus, fort heureusement. Du coup, voilà, aujourd'hui, cette année, je pense pas qu'on va les retrouver dans la même situation. Voilà, ils sont bien là où ils sont, et ils vont nous surprendre. Ok. C'est une équipe qui a l'air en tout cas d'être très performante offensivement. J'ai l'impression qu'ils ont des joueurs en attaque qui sont vraiment doués. Les joueurs à suivre de cette équipe. Ouais, après j'ai pas. C'est qui? Ribeiro, c'est ouais. vrai qu'au milieu de terrain, Ribeiro, c'est celui qui a le plus marqué ce dernier costaud. match en tout cas. Voilà, en tout cas 2 victoires, 1 nul et 1 défaite en 4 matchs. La réserve de la Principauté est 6e devant le RC Grasse qui compte un match de plus. Donc niveau bilan sur ce début de saison, c'est quand même pas mal pour la réserve de l'AS Monaco. Messieurs, est-ce que vous avez la date Monaco-Grasse, Grasse-Monaco, vous l'avez noté? Et il a déjà eu lieu, surtout. Il a déjà eu le camp. Il y a eu un partout. On en a parlé la Ah semaine oui, c'était en dernière. pleine semaine. Eh oui. Ah oui, non, mais c'était effectivement Si tu suis pas Fabrice, on va pas s'en sortir. Hein. Je vais couper ça au montage, je sais pas. Ok, Kevin. Rien de plus sur la N2, mais on peut En continuer en National 3 avec la poule D de National 3. On jouait la 3e journée de championnat samedi dernier. Le FC Côte Bleue a battu la réserve de l'OGC Nice, a platement battu la réserve de l'OGC Nice 4-1. Le SK Rocheville a battu Andoum 4-1 avec des buts de Darnay, Soussan et un doublé de Sanchez. Le VSJBFC de son côté l'a emporté sur ses terres 2-1 face à la réserve de l'AC Ajaccio, avec des buts de Nassim Lallemand et d'Elias Ayesh. Villefranche-Saint-Jean-Beaulieu qui est leader au classement avec 2 victoires et 1 nul. Ouais, mais mes chouchous, hein. Dès le début, je les dis, Villefranche-Saint-Jean-Beaulieu, je les suis. Et boum. Je me rappelle, tu avais été dithyrambique à leur sujet. Non, mais comme quoi la mayonnaise, elle prend. Et on peut aussi noter il manque des joueurs. Il a toujours pas son effectif complet aujourd'hui. C'est très très positif pour la suite, clairement. Quand même, bon club formateur comme Villefranche, parce qu'en fait entre les joueurs là ils viennent pas forcément de Villefranche, mais en tout cas c'est une équipe qui réussit son début de championnat, et il y a plein de joueurs de Villefranche surtout que je vois briller dans d'autres équipes et Exactement. qui permettent à d'autres équipes d'obtenir la victoire. Donc un vrai vivier et des bons choix aussi de recrutement pour cette équipe qu'on peut saluer, parce que la mayonnaise n'était pas facile c'était pas facile à faire prendre cette mayonnaise aussi rapidement. Et là franchement le coach il fait du bon boulot, même si au début effectivement j'étais un petit peu sceptique sur comment il allait gérer ses apports de joueurs, sur le fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient partis l'année dernière un petit peu en colère, etc. Là il a le groupe à sa main, et c'est ce que on avait dit lors de la première émission. Effectivement ça a l'air de prendre. Et puis belle réaction aussi de Canet Rocheville, 4-4, on a eu l'entraîneur la semaine dernière qui était déçu, il a bien travaillé. Et le Canet Rocheville, on en prend 4 contre eux. Eux, ils en claquent 4 à chaque match. C'est ça. Là, c'était contre Andoum, qui est une belle équipe comme de ce championnat. Donc, qui descend de N2. Qui descend de N2 également. Donc, c'est vrai que c'est un très très beau résultat là pour le Canet Rocheville. Et là, encore une fois, petit pic, Fabrice, je me rappelle de la première émission où tu nous avais glissé que le Canet Rocheville en attaque, ça allait être compliqué. Et au final, quand même, ils en sont déjà à 8 buts en 2 matchs, ce qui est quand même pas mal. Ça, c'est un coup bas. Parce que, effectivement, j'avais dit ça, mais j'avais surtout souligné la qualité de jeu de cette équipe. C'est vrai. Et on s'était régalé. Et sur ce match-là, effectivement, ils avaient eu du mal à trouver, à conclure. Mais voilà, là, une fois que visiblement c'est rodé, le beau jeu, ça prime. C'est le Marcelo Bielsa, du championnat, mais ça fait plaisir. Une belle équipe qui joue, qui marque. Et comme quoi, le
jeu est récompensé parce que c'est aussi une équipe qui fait du jeu. C'est ça. On en reparlera tout à l'heure, ceux qui n'en font pas. Mais... non, exactement, c'est très positif. Et l'OGC Nice de son côté, donc du coup qui a perdu à Côte-Bleue dans un match un peu compliqué. L'OGC Nice a quand même globalement, on va dire pas dominé, mais c'est procuré des occasions et ils se sont fait contrer à chaque fois. Voilà, malheureusement pour eux, c'était un match un peu difficile, mais c'est bien. Et encore une fois, l'OGC Nice, pareil, comme l'AS Monaco, c'est un groupe très jeune qui apprend. Et justement, comme je disais, quand tu joues contre des vieux briscards, c'est pas évident, donc c'est très bien que ce genre de match-là, ça leur permet d'apprendre et d'avancer. Tu as raison, Rida, ça va permettre d'apprendre, c'est une réserve, mais quand même, tu es un petit peu gentil avec l'OGC Nice sur ce coup-là, parce que c'est vrai que quand même le FC Côte-Bleue jouait son premier match de la saison. Il n'avait pas encore pu rentrer sur le terrain par rapport à des problèmes de Covid dans l'effectif. Mais ils sont réalistes. Pour leur premier match, ils mettent quand même 4 buts à la réserve de l'OGC Nice. Ils sont réalistes, c'est une équipe qui est joueuse, l'OGC Nice. Coach Louvel est quelqu'un qui est porté vers l'avant, etc. Donc forcément, quand tu es très porté vers l'avant, tu crées des espaces dans ton dos. Quand tu as une équipe qui a de l'expérience et qui sait les exploiter, comme c'était le cas là, t'es réaliste et si t'es efficace après dans la surface, forcément ça fait 4-1. Ok, et Cannes ? Oui, il y a eu d'autres résultats. Il y a eu Cannes et avant ça, il y a eu Mandelieu qui a fait match nul un partout face à Corté avec un but de Wada Smida. Mais surtout, ce qui a signalé sur ce match, c'est des incidents à la fin de partie. Juste avant de rentrer au vestiaire, une petite bagarre générale qui a éclaté. Entre qui, dis-moi, Kevin ? Entre les deux équipes, les joueurs des deux équipes. Les joueurs de Mandelieu seraient à l'origine de... Il me semble bien, oui. Ça m'étonne quand même. Alors, je ne sais pas qui est à l'origine de cet incident, mais en tout cas il y a eu accrochage entre les joueurs des deux équipes, et le pire dans tout ça, c'est qu'après les spectateurs sont venus se joindre au groupe de joueurs qui étaient en train de se taper sur le terrain, et c'est parti en bagarre générale avec les supporters et les joueurs en même temps. Alors c'est exactement ce qu'on veut pas voir sur les terrains. Et alors la semaine dernière, alors je veux pas taper sur cette équipe de Mandelieu qui subit aussi ces événements, j'imagine, parce qu'on peut pas mettre tout le monde dans le même paquet. Il y a hors de question effectivement de faire. Puis il est difficile de maintenir les supporters. Mais sans parler des supporters, moi je parle des joueurs qui avaient eu un comportement qui était limite la semaine dernière. Encore cette semaine, ils sont dans une bagarre générale. Franchement, Mandelieu, réveillez-vous, faites quelque chose parce que ça va pas. C'est pas ce qu'on veut voir sur le terrain. Et il y a un souci dans cette équipe. Je l'ai dit la semaine dernière. Visiblement cette semaine, ça s'accentue. Il va falloir réagir. Mais connaissant Alain Nicosia, je suis certain qu'il trouvera les solutions et qu'il fera le nécessaire pour régler tout ça, parce que c'est un très bon coach, comme je l'avais dit auparavant. C'est un très bon coach qui a un super état d'esprit, et je pense qu'il va réussir à reprendre la main sur tout ça et calmer un petit peu certains joueurs. C'est pas facile pour ce coach. J'aimerais bien qu'on l'ait d'ailleurs, Rida, si tu le connais bien, qu'on l'ait dans la voie du foot, parce qu'il doit être aussi un peu dépité de voir ça. Ça va pas être évident à gérer pour un coach. Je sais pas comment il va. En plus, c'est un jeune entraîneur. Voilà, c'est ça. Donc il va falloir qu'il sanctionne. Il va falloir sanctionner les passes droits. C'est terminé. C'est sa troisième saison seulement, il me semble. Donc il va falloir réagir avant que cette équipe de Mandelieu ne soit montrée du doigt et ne soit un petit peu la honte du championnat. Au niveau du comportement, c'est pas admissible, clairement. C'est pas admissible, et clairement ce week-end, c'est eux qui prennent le carton rouge. On va attribuer le carton rouge à Mandelieu cette semaine, avec des faits qu'on ne veut plus voir sur le terrain. Ça rappelle un petit peu ce qui s'est passé hier entre l'Olympique de Marseille et le PSG. On le voit en pro, on aimerait ne pas le voir en amateur, ça serait sympa. On aimerait bien ne pas le voir aussi en professionnel, mais tant qu'à faire, on aimerait bien commencer par le foot amateur, qu'il n'y ait pas ce genre d'événement, de problème. Et on attend les sanctions, les sanctions qu'auront ces deux clubs. Et en plus, c'était un match à domicile, donc les sanctions seront même encore peut-être plus fortes du côté de Mandelieu. Si elles doivent tomber, probablement. On les attend. On les attend. Exactement. Puis on passe à la Cannes, dernier match de ce championnat de N3 samedi. La Cannes qui a créé la surprise, on peut pas dire surprise, mais en tout cas la Cannes qui a fait tomber l'un des grands favoris de ce championnat chez lui, avec une victoire 2-1 face à l'Atlético Marseille, grâce à un CSC d'abord et un but de Yacouba Cissé qui est venu concrétiser cette victoire. Ça fait 2 victoires en 2 matchs pour la Cannes. Ça commence très bien pour les hommes de Jean-Noël Cabezas, mais pour le moment c'est toujours le VSJBFC qui est leader au classement avec un match en plus, 2 victoires et un nul. Alors l'AS Cannes, 2 victoires, et justement on est en ligne avec son entraîneur Jean-Noël Cabezas. Bonjour Jean-Noël. Bonjour. Pour commencer, Jean-Noël, on va revenir rapidement sur ce match face à l'Atlético Marseille. Clairement, c'est un très bon résultat.
Oui, c'est vraiment un bon résultat. Après, je pense que dans le contenu, on est capable de mieux faire. Donc c'est déjà aussi, je pense que dans le contenu, voilà, on est capable de mieux faire. Après, au niveau de la solidarité, au niveau de la générosité, je pense que les joueurs étaient à fond, quoi. Donc ça, il faut le garder. Mais après, le contenu, je pense qu'on peut largement l'améliorer, quoi. Est-ce qu'on peut quand même s'enflammer et dire aujourd'hui que la Escagne est clairement un des favoris, si ce n'est le favori de ce championnat de N3? Non. On a fait que 2 matchs. Donc faut rester. Le foot, ça va vite dans les deux sens. Faut rester humble. Voilà, faut rester humble parce que le foot, il y a pas de. On sait que c'est un sport qui est difficile et qu'il n'y a pas de vérité, quoi, dans ce sport-là. Donc non, on a fait un bon début, mais voilà, point barre, quoi. Voilà. Alors Jean-Noël, il y a Rida qui vous met la pression, mais à juste titre, on a bien aimé ce match à domicile de la semaine dernière face à Mandelieu. Vous avez vu que vous avez réussi à reconquérir un public qui était à la base plutôt en attente, plutôt voilà, un petit peu dubitatif. Vous les avez un peu conquis. Vous avez hâte du coup d'être de retour à nouveau à domicile? Oui. De toute manière, on a une équipe qui dans les matchs de prépa, tout ça, on se crée des occasions. On produit du jeu, on essaye d'avoir le ballon. Donc ça, il faut le garder. Après, c'est vrai que si on a le soutien aussi du public, mais nous aussi, on doit essayer de pousser un peu le public pour être avec nous aussi. Donc on doit donner un peu de spectacle aussi. C'est pour ça que le contenu il est vraiment important pour gagner les matchs. Un petit mot peut-être juste sur votre capitaine Amoros, nous donner un petit peu de ses nouvelles. Oui, non, ben il a eu un malaise. Bon, il n'a pas perdu connaissance, donc il a pu jouer. Et c'est vrai que sur le coup c'était impressionnant, mais la semaine d'après, quoi, il a repris normalement, quoi. Donc on l'a fait courir, après on l'a fait reprendre, on a fait du fair-check et il a repris normalement avec le groupe et ça va, quoi. Il y a pas de souci, quoi. Voilà. Plus de peur que de mal. C'est rassurant tout ça comme nouvelle. Jean-Noël, on voulait vous demander aussi, on a l'impression un petit peu de loin qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce groupe, qu'il y a une entente qui est en train de se créer, que la mayonnaise est en train de prendre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes de l'intérieur? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce groupe-là? Déjà dans le choix des recrues, on a voulu des joueurs qui avaient envie et qui étaient un peu revanchards aussi. Donc il y a quand même des anciens canois aussi. Donc dans le choix des recrues, c'est important que les mecs on s'identifie aussi à des joueurs. Donc dans le choix des recrues et après honnêtement, il y a vraiment une bonne ambiance, au quotidien. Et après, je pense que le fait qu'il y a une bonne ambiance, un bon état d'esprit, les joueurs, ils passent du temps ensemble aussi. Donc c'est tout ça l'ensemble qui fait qu'il n'y a pas que le terrain, quoi. Il y a aussi tous les à côté. Et là, les joueurs, ça se passe bien, quoi. Ouais, une belle cohésion de groupe. Alors comment vous les avez trouvés, cette équipe de l'Atlético de Marseille? Parce que c'est vraiment un petit peu c'était avant que le championnat ne démarre, c'était figure un petit peu d'épouvantail quelque part, tout le monde les craignait et puis là comment vous les avez trouvés? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, l'Atlético, je trouve que c'était une belle équipe par rapport à déjà l'année dernière. Je l'avais joué plusieurs fois, je l'avais joué 3-4 fois déjà. Et l'année dernière, on avait joué là-bas, on a perdu à la 95e sur une faute malheureusement d'arbitrage. Mais dans le contenu, on a essayé vraiment un bon match aussi l'année dernière là-bas. Donc, et cette équipe, c'est une équipe qui joue au ballon, quoi. C'est une équipe qui joue au ballon et qui essaie de ressortir le ballon. Et l'année dernière, ils avaient un attaquant qui s'appelait Ba avec Papi Ibnouba qui est parti à Niort. Donc qui est parti à Niort et qui était vraiment au-dessus aussi. Donc je pense que cette année ils ont une belle équipe, mais je pense qu'au niveau force offensive, ils n'ont pas ce joueur Ba qui n'ont pas remplacé, je pense. Voilà. Donc après nous,
on a essayé de jouer notre jeu à nous, hein, parce que l'adversaire, on le regarde, mais on essaye vraiment d'avoir un contenu dans tous les matchs, quoi. Voilà. Un dernier mot, Jean-Noël. La semaine prochaine, c'est une petite pause dans le championnat puisque c'est la Coupe de France. Vous avez un déplacement chez une équipe du 83, le Nance SC. Comment vous abordez cette rencontre? Est-ce que la Coupe de France, c'est un petit objectif pour donner un petit peu du temps de jeu et de mettre tout le monde dans le même lot? Ben, enfin, la coupe, je pense que moi j'aime bien la coupe. Avec Andrézieux, on est allé assez loin en coupe, donc je pense que il faut pas négliger la coupe, quoi. Il faut gagner tous les matchs, donc la coupe, petit ou il faut pas, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de gros. Sur un match, il faut le gagner le match, donc voilà, donc on va tout faire pour essayer de gagner. Après, pour peut-être voir un peu d'autres joueurs aussi, ça peut aussi servir à avoir d'autres joueurs aussi dans le groupe. Ouais. Mais ça se mérite aussi, donc ça se mérite à l'entraînement. Donc voilà. Bien, après on va enchaîner 3 matchs après, parce qu'après le match de coupe, on enchaîne Furiani le 26, le 30 on enchaîne Côte Bleue, le match en retard. Ah oui. Donc on va enchaîner des matchs, donc on aura besoin de tout le groupe aussi. Donc voilà. Il faut que tout le monde soit concerné à 200%. Voilà. Merci beaucoup Jean-Noël Cabezas, et puis féliciter votre joueur Yacouba Cissé pour son jeu de tête. Continue à travailler sans en entraînement. Des matchs de but de la tête. Merci beaucoup Jean-Noël. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. On va continuer évidemment de suivre cette équipe de la SCAN dans la voie du foot, parce que c'est vrai que c'est une équipe qui fait plaisir à voir jouer, une vraie philosophie. Bon, l'entraîneur il reste tranquille, et puis on sent qu'effectivement il a misé, on sent l'expérimenté qui mise aussi sur l'importance de la cohésion de groupe. C'est important. Et puis les supporters sont à fond. Je reçois des messages. J'ai reçu, alors pour la petite histoire, j'ai reçu un message me disant qu'on n'avait pas fait notre travail chez ActuFoot, comment ça, Cannes bat l'Atlético Marseille, vous faites pas d'article et tout. J'ai dit, calmez-vous, calmez-vous, on va justement avoir le coach dans l'émission La Voix du Foot, c'est pour ça. Et en fait, ils sont à fond, et je vois que il y a une vraie différence par rapport aux années précédentes. Tout le monde est vraiment concerné par le projet, et les supporters, ils commencent un peu à y croire. Doucement, ils veulent pas non plus s'enflammer. Donc je retrouve un petit peu de ce qu'il y a chez Jean-Noël. Ils veulent pas s'enflammer, mais ils commencent à y croire. Ils se disent, peut-être pourquoi pas. C'est peut-être maintenant que le projet commence. Voilà. Puis la différence, c'est qu'aussi la saison dernière, il n'avait pas pu lui-même fabriquer son groupe. Il était arrivé en cours de saison. Alors que là, grâce à cet été, il a pu et la pause cet été, il a pu constituer un petit peu son groupe, rajouter un petit peu les joueurs qu'il avait envie de voir. Donc voilà, là maintenant, on a le vrai groupe de Jean-Noël Cabezas et le vrai projet de Jean-Noël Cabezas. Donc ça commence bien. 2 matchs, 2 victoires, on est content pour eux, et puis donc affaire à suivre. On va en régional peut-être Oui, on passe aux résultats régionaux, et on commence par le R1 avec l'AS Cagnes-le-Cros qui a battu le SFOS, une belle performance de l'AS Cagnes-le-Cros qui confirme 1-0, but de Ramirez. Par contre, du côté de Menton, c'est l'inverse, grosse désillusion pour le Rapide de Menton, défaite 4-0 à domicile face au Salon Bel Air Foot, le Salon Bel Air Foot qui prend la place de leader du championnat de R1. Une grosse équipe, j'ai l'impression. Salon VR Foot Service, une très grosse équipe. J'ai hâte de l'avoir joué. C'est une surprise parce qu'on s'y attendait pas au niveau de l'effectif, mais ça a l'air de bien prendre là aussi, et avec un Larib qu'on connaît bien, Rida, qui est de retour au sein de l'attaque salonnaise, et c'est un serial buteur assez important pour l'équipe provençale. Et sinon, pour repasser aux équipes de la Côte d'Azur, 2e victoire en 2 matchs de championnat pour l'équipe 3 de l'AS Monaco. Décidément, l'AS Monaco est bon partout, ça réussit partout pour eux. Même en R1, une victoire 1-0 à domicile face à le Géardziv, le Géardziv qui descend en plus de N3, donc un adversaire pas facile à prendre. Et encore une fois, un but de Bekan Aboukayev qui a également obtenu l'étoile ActuFoot. Exactement. Moi, je soupçonne Kevin d'être supporter de l'AS Monaco. Je sais pas pourquoi, non. C'est quoi ton équipe, Kevin ? Moi, c'est l'OM. Oh là là, il a balancé ça. Je croyais qu'il allait dire non. Je croyais qu'il allait dire pas pourquoi. De réserve. Là, je suis encore plus fier que d'habitude d'être pour l'OM après le match d'hier soir. C'est vrai que c'était un magnifique match qui rend hommage au football. Bravo. Non, mais c'est vrai qu'il faut signaler quand même l'AS Monaco, ils sont bons partout en ce moment. Ah oui, ils sont bons partout, et là c'est bien de pouvoir enchaîner par un deuxième succès. Il faut aussi signaler que Fred Menini a été expulsé à la mi-temps
du match assez injustement, puisqu'il demandait juste quelques explications à l'arbitre, et l'arbitre l'a tout simplement expulsé. Bon, c'est pas forcément très pédagogue de la part de monsieur l'arbitre, mais en tout cas il y a de bons résultats pour les équipes du 0-6. Pour revenir sur Cagnes-le-Cros, même s'ils gagnent 1-0, c'était pas un match évident quand même pour eux. Voilà, il a manqué peut-être un petit peu de quelques ingrédients pour faire un match encore plus joli. Et puis Monton, moi je les avais eu, le Rapide Monton, pardon. Je les avais vus jouer en match amical. J'avais trouvé un petit peu le groupe un peu moyen. C'était leur premier match, donc je trouvais ça assez normal par rapport au fait que voilà, ils commençaient à peine leur préparation. Là, prendre 4-0 à domicile, même si en face Salon, ça reste une équipe quand même une bonne équipe de R1. C'est quand même sévère quand même. Ça risque de laisser des traces. En effet, 4-0 à domicile, sec. Ça risque de laisser des traces. Et si on était pris 2 lors de la première journée, ça fait déjà 6 buts encaissés en 2 matchs. Ça fait beaucoup. Et on peut passer au résultat du Régional 2 si vous êtes d'accord, Fabrice et Rida. Première journée de R2, ouverture du championnat, et déjà des favoris peut-être qui commencent à pointer le bout de leur nez. C'est pas le cas d'AS Fontaine-Antibes dans la Poula, qui commence mal avec une défaite 2-1 chez le Varois du FC Ramatuelle, malgré un but de Mathias Morin qui n'a pas suffi. Et justement, à l'inverse, l'AS Vence d'Hervé Berny, qui entre bien dans la compétition grâce à son nouveau buteur Jean-Jacques Mandriki, qui est toujours là, qui a inscrit un doublé pour une victoire 2-0 face au SO Londais. Ça, c'était pour les résultats de la poule A. Dans la poule B, c'est l'équipe réserve de l'Est, Canet-Rocheville, qui a créé la sensation et qui a giflé la réserve de l'Atlético Marseille 6-1. L'Atlético Marseille a pris pour son grade. Ce week-end, c'était un peu cauchemardesque pour eux, difficile. Et pourtant, week-end de rêve, à l'inverse pour le Canet-Rocheville. C'est ça. Et pour le SCR, c'est un triplé de Semedo, un doublé de Djouini et un but de Mendes. Voilà. Mendes da Silva. Et dans la poule B, il y avait un derby azurien, l'US Cap d'Aille qui a battu le SC Mouansartou chez lui 2-1. C'est Isaac Mefta qui a marqué pour Mouansartou, mais Hamza Gemager et Mike Arnaud ont permis à Cap d'Aille de l'emporter. On y reviendra après sur cette rencontre, justement, dans l'instant tribune notamment. Pour revenir juste sur la victoire du Canet-Rocheville face à l'Atlético Marseille, c'était à domicile. Mendes da Silva a mis peut-être le but du week-end, une frappe lobée de 40 mètres. Voilà, c'est exceptionnel. Et on va la voir d'ailleurs sur ActuFoot. On va la voir sur ActuFoot, sur ActuFoot 06. Voilà, n'hésitez pas à y aller. Je pense que aujourd'hui ou demain, vous pourrez retrouver sa petite interview à ce joueur qui a réalisé un très bon match. Donc on voit le but en vidéo ? Non, pas malheureusement. Ah d'accord. Quand tu dis on va la voir, non parce que tu as dit on va la voir. On va la voir lui, mais le but en vidéo, si vous voulez, je vous le fais imaginer. Vas-y, je rêve. Je vais fermer les yeux. Fermez les yeux. 40 mètres, frappe dévissée. Une belle frappe du coup du pied qui lobe le gardien, magnifique but. Les supporters en liesse, vous voyez le décor. D'accord, bon, on veut les voir en vidéo, ce genre de but. En tout cas, ok. On reviendra tout à l'heure après les résultats de R2 sur ce match. Donc je le disais, entre ce derby entre Mouansartou et le Cap d'Aille. Et dans la poule C, pour continuer, l'US Pégomas a encaissé une défaite à domicile 2-1 face à la réserve de l'AS Cannes. Noam Ria a marqué pour Pégomas et c'est Franck Djadjedje qui était avec la réserve qui a égalisé, et Lafanacher qui a donné la victoire à l'AS Cannes. Notez que Djadjedje était capitaine également de cette équipe réserve, donc bel état d'esprit de la part d'un joueur qui était encore il n'y a pas très longtemps avec l'équipe première. Et puis qui rechigne pas, qui montre qu'il est là, qui marque un but. Il travaille, il fait le taf, et Michael Marsiglia doit en être forcément très très satisfait, parce que c'est toujours un petit peu le problème quand tu as des personnes qui ont connu le bon niveau, qui descendent en réserve, qui plus est, on a un petit peu peur de leur état d'esprit, et là il montre que il en a un qui est irréprochable. Et pour terminer les résultats de cette poule C, la réserve de Grasse, qui à l'image de l'équipe 1 a elle aussi perdu 2-0 chez la réserve de l'Étoile FC Fréjus Saint-Raphaël, donc un mauvais week-end pour le RC Grasse. Mais malheureusement pour eux. Et à noter que l'Étoile Fréjus Saint-Raphaël, c'est un des favoris de cette poule C, puisqu'ils ont quand même un très bel effectif, un très bon groupe, et qui veulent monter en R1 avec comme objectif forcément de réduire l'écart avec l'équipe première. Bien, je vous propose de revenir donc sur ce match de Régional 2, ce derby entre Mouansartou et Cap d'Aille. Figurez-vous que on a rencontré un des vétérans de cette équipe, mieux que Hilton, 47 ans, il joue toujours. Et il est là, il court, il avale les kilomètres. On a ses réactions. Alors Mendy Djibi, 47 ans, ça fait trop maintenant. On est rentré sur un match assez équilibré. Et puis après, on pourra apprécier l'erreur de nous, peut-être de l'arbitrage, on ne sait pas trop. On prend ce premier but qui nous fait mal. Et après, heureusement, on a été dans la capacité de pouvoir réagir.
Et je pense que derrière, le match il a changé d'âme. Et petit à petit, on est rentré dedans, on a équilibré les débats. Puis on a commencé à prendre l'ascendant petit à petit. Et en seconde mi-temps, on a su tenir et ne pas lâcher. Même si on a vendangé un peu devant. En fin de match, on a su tenir et c'est une victoire qui vient de loin, mais voilà, on a su aller la chercher. 47 ans, vous êtes le vétéran de l'équipe. Alors, le retour d'expérience là-dessus? Il faut faire le lien, il faut tenir les jeunes par la parole, savoir motiver, savoir positiver même quand ça va mal, parce que voilà, c'est une génération qui peut vite plonger. Et il faut gérer son match sur l'aspect physique et donner de la voix, ce qui n'est pas simple. Mais voilà, il faut d'abord jouer ce rôle, de faire le lien, et puis de se battre et de les tenir. Je pense qu'après les jeunes, ils ont assez de qualité. Dès qu'ils restent dans le match, ils arrivent. Il ne faut pas qu'ils oublient les fondamentaux, de revenir, de faire les efforts. Un peu comme à l'image de la vie, faut tenir, faut savoir aller chercher. Sinon, on n'a rien. Le vieux sage. Non, mais en tout cas, très sympa. Medine Djibi, 47 ans. Et on sent ce besoin aussi d'expérience. On sent qu'il apporte cette expérience aux jeunes. Et le tout, ça prend bien sur ce match. Alors, faut quand même dire que Montsartou, il y a un peu décimé. 6 blessés. Un en plus après ce match d'ailleurs, puisque un des joueurs est sorti sur blessure. Ça fait 7 blessés. Alors qu'ils avaient une grosse équipe. Et là, petit à petit, la préparation, je ne sais pas ce qu'ils ont fait sur la préparation. Je ne sais pas. Mais en tout cas, évidemment, elle a laissé quelques traces, puisque donc 7 blessés aujourd'hui dans cette équipe de Montsartou. Alors on est allé en tribune, pour l'instant tribune, qu'en ont pensé les supporters de cette rencontre. Écoutez. Je suis supporter de Montsartou parce que j'ai mon fils qui joue, numéro 4, et l'arbitrage a été 0. L'arbitrage, il a sifflé tout pour Cap d'Agde. Hein? Et là, vers la fin, il y a mon fils qui est bien retenu dans la surface, il le tire le maillot, et l'arbitre ne siffle rien. On est supporter de Cap d'Agde. Franchement, le match a été super cool. C'était tendu, mais bon, ils ont su avoir le mental, ils ont relevé la tête. Ah, le deuxième but, il est très beau, très très beau. C'est un ami à moi en plus de ça. Je supporte Cap d'Agde et un bon match, bien arbitré, correct. Voilà, rien à dire. Une victoire méritée, oui. Merci à l'arbitre. Merci à l'arbitre. Merci. Bravo. Combien qui vous ont offert une semaine à l'hôtel? On a été un peu déçus pour le premier match, monsieur, parce qu'on est des fidèles supportrices depuis 30 ans. Comment ça, on est ravis? Bah non, quand je perds, je suis pas ravi. Mais bon, après, je pense que les jeunes étaient un peu plus forts que nous. On en a pris et puis voilà. Bah quoi, 2-1, on a perdu. Le résultat, c'est qu'on a perdu. La réserve, on en a pris 5, donc on a bien joué quand même. Que le meilleur gagne. Oui, mais moi, je veux que mon club il gagne, je veux pas que mon club perde. Mais après, bon voilà, peut-être on n'avait pas une bonne défense en fait. Les jeunes, ils couraient plus vite et plus longtemps. Hein. Bah, on perdait le ballon facilement, donc c'est qu'on a mal joué. Puis la défense, elle était pas bonne. La réserve, elle en a pris 5. On a bien joué quand même. Faut relativiser. C'est exceptionnel. Le sens. Voilà. C'est le foot amateur qu'on aime, simplement. Voilà, c'est quand même bon enfant. Voilà, ils en veulent un petit peu apparemment à l'arbitre. Il a dû partir par une porte dérobée. Voilà, c'est pas facile. Et c'est vrai. Alors pour les arbitres, je sais pas si on pourra faire une émission spéciale arbitrage un jour, parce que les arbitres, franchement, c'est pas facile. De prendre et puis souvent d'ailleurs maintenant j'ai fait le tour des terrains un peu ce week-end, il y a beaucoup d'arbitres qui sont hyper jeunes pour arbitrer des rencontres comme ça. Waouh, c'est pas évident, et aussi beaucoup d'erreurs. Il faut bien qu'ils passent par là. Après, l'erreur est humaine aussi. Maintenant en tribune, comme on voit la VAR en Ligue 1, on demande à ce qu'il y a la VAR également en amateur. Voilà, et puis c'est un peu facile de toujours l'arbitre. Forcément, peut-être qu'il a fait des erreurs, hein, j'en sais rien, hein, mais effectivement. C'est facile c'est un raccourci facile de dire que la défaite elle est due à l'arbitre. Il faut quand même signaler le beau but d'Arnaud. C'est une frappe, je crois, de 25-30 mètres en pleine lulu. Donc ça vaut peut-être pas le but des 40 mètres, mais non, franchement. C'était battu de 10 mètres. Voilà, c'est ça. Mais c'était effectivement un beau match. Mais l'arbitre, il y a des erreurs, mais effectivement, comme tu le dis, Rida, dans le jeu, cette équipe de Montsartou, on sent qu'elle veut jouer, hein, on sent que il y a des bons joueurs, mais c'est très brouillon, beaucoup d'imprécisions techniques, pas assez tueur devant le but, à l'inverse de cette équipe du Cap d'Agde, qui même quand elle s'est fait dominer, elle a su repartir sur des attaques rapides et être létale, comme on dit, et puis voilà, arbitre par arbitre.
ça reflète finalement la physionomie de cette rencontre. Ouais, puis bon, on est en début de saison aussi. Les équipes se mettent aussi un petit peu en place. Peut-être que le Montsartou d'aujourd'hui ne sera pas le Montsartou d'il y a un mois ou deux. Donc, à noter que Montsartou, alors vous savez que les équipes de Régional 2, il y a des Régional 1 ou 2, bon, il y a des joueurs qui sont payés. Parce qu'on parle économie, on parle finance, mais cette équipe face suite à la crise du Covid, problème de sponsor, des petits soucis, et donc elle a décidé de ne pas payer, de pas avoir de fixe pour les joueurs. Ils sont payés qu'à la prime. Donc ils ont fait un petit effort sur la prime. Je vais pas divulguer la somme, mais bon voilà, c'est un fonctionnement. Du coup, même pour le recrutement, ça n'a pas dû être aussi évident pour eux de garder certains joueurs qui ont dû peut-être aussi préférer d'avoir un fixe tous les mois. Ouais, certainement. C'est le lot de pas mal d'équipes du exactement. championnat, quoi. Mais oui, c'est vrai qu'il y en a il y a des clubs qui sont un peu plus touchés que d'autres. Montsartou en fait partie, et ça a dû être compliqué pour eux de recruter déjà cet été, et puis de conserver leurs meilleurs joueurs. Surtout quand vous leur dites plus de salaire les gars, c'est la prime. C'est pas évident quand tu. Après, c'est le lot aussi malheureusement de beaucoup d'équipes, comme le disait Kevin, depuis ce Covid et ce coronavirus. Malheureusement, voilà, beaucoup d'équipes ont dû un petit peu restreindre certaines choses. Et qu'est-ce qu'on va restreindre dans un premier lieu? C'est les seniors, et donc on coupe un tout petit peu et puis on essaie de s'arranger différemment. Et un appel aux sponsors. Ne laissez pas tomber le foot amateur. Non, mais je le dis, continuez d'investir, continuez de soutenir vos acteurs locaux, c'est important. Quand on dit quelqu'un qui arrête de faire de la publicité, quelque part, c'est comme s'il essayait il arrêtait sa montre pour essayer d'arrêter le temps. Ça n'a pas forcément de sens. Continuez d'essayer d'aider le foot amateur. Croyez en vos joueurs, croyez en vos clubs. Voilà, on est tous ensemble un petit peu dans cette galère, donc il faut qu'on reste solidaires. Et puis les clubs aussi, aujourd'hui, ils trouvent des bonnes alternatives pour mettre en valeur leurs sponsors. Donc voilà, petit coup un petit appel en tout cas pour ces sponsors qui sont un peu frileux, c'est normal, mais je dis voilà, misez sur la confiance. Très bien. Complètement d'accord, il faut le faire. Petite musique, une petite musique un petit peu, l'hymne national. Je n'ai rien d'autre à dire, c'était juste parfait, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, c'est exceptionnel. Non mais il a raison Fabrice, c'est vrai qu'on a besoin des partenaires, des sponsors, les clubs sont dans une difficulté extrême pour certains depuis cet épisode du Covid. D'ailleurs je me propose, puisque dans un élan comme ça de générosité exceptionnelle, je me propose éventuellement vous-même, voilà, si vous êtes sponsor, passez par moi. Je ne prendrai que 10 ou 20%. En plus, il faut aussi bien évidemment quand même, alors c'est bien beau de faire un appel aux sponsors, tout ça, mais c'est important également aussi que les clubs ne fassent pas n'importe quoi avec tout cet argent, et voilà, et qu'ils en fassent très attention et qu'ils s'en servent à bon escient, et peut-être un peu plus aussi dans la formation des gamins, certainement. Exactement, et puis c'est justement, j'allais enchaîner sur ce que tu dis là, la formation des gamins c'est important. Est-ce que forcément un joueur de R2 a besoin d'être payé? Voilà, c'est là. Ah, alors là, moi qui pensais lancer... C'est l'éternelle question. Non mais c'est vrai, en fait ils devraient pas être payés. Alors pareil, les joueurs de Mandelieu là, est-ce qu'ils sont payés? Non, je rigole. Je rigole simplement, je pense qu'on devra faire une émission avec des sponsors, pourquoi pas un jour, savoir pourquoi ils financent le foot amateur. Certains sponsors peut-être qui sont partis, pourquoi ils sont partis. C'est un vrai sujet, et puis surtout je pense qu'on va faire une émission sur l'utilisation de l'argent du sponsoring par les clubs amateurs. Je pense que c'est un vrai sujet. Des subventions, il n'y a pas que le sponsoring, il y a également les subventions, etc. Voilà, il y a un tas de choses. Ouais, les subventions, l'argent public, oui, c'est un vrai sujet. Quand on donne une certaine somme d'argent public, est-ce que c'est pour donner autant dans un salaire? Est-ce que c'est pas plus pour du matériel, etc. Bon, enfin, en tout cas, on peut aussi avoir les clubs là-dessus, l'avis des clubs là-dessus, l'expérience du terrain. Il n'y a rien de tel. Plutôt que nous, rester faire des grandes théories, même si on a une petite idée, et une petite pratique de la chose. Mais bon, c'est bien de mettre le doigt dessus et d'aller un petit peu plus dans le détail par la suite. Ouais. Il y a une vraie rencontre ce week-end, Kevin, dont il faut absolument parler parce que c'est peut-être la rencontre du week-end. Eh ben on va dire quand même, on va juste faire un petit point. Ce week-end, il n'y a pas de championnat, donc il y a la Coupe de France. C'est ça. Et il y a donc, avant de parler de cette rencontre-là, qui, à mon avis, attend tout le monde avec impatience, il y a le 3e tour de Coupe de France. Et pour les clubs du 06, juste rapidement, donc c'est dimanche à 15h. Il y a Roquebrune qui reçoit le Guardia Club du 83, on l'a dit tout à l'heure, la l'AS qui se déplace du côté de Nance. On a également la Fontonne qui va du côté de l'AS Maximoise, gros bébé, je rappelle, de R1.
Il y a les Moulins qui reçoit l'AS Roquefort. L'AS Roquefort qu'on avait eu la semaine dernière, le petit poussé du 06, club de D2. Deux salles, deux ambiances. Hein. Les Moulins Roquefort, ça va être... Ça va être un joli match. Ça va être un joli match. Il y a Mandelieu qui se déplace du côté de Gémenos. Mougins qui reçoit Saint-Zacharie, qui est là aussi une belle équipe. Et je regarde encore une dernière fois, peut-être une dernière équipe du 06. Oui, bien sûr, j'allais oublier le joli duel également entre l'AS Vence et son joli recrutement contre l'ES Canet-Rocheville de Farid Tabé. Et puis bien évidemment, bien sûr, le match tant attendu. La grosse affiche. Je te trouve assez romantique. Hein. Non, mais oui. Joli recrutement. Non, oui, non, mais là, ce match-là est juste magnifique. On y sera. Il est amoureux, je crois. Ah, il y a un truc là. C'est joli. C'est pas faux. C'est joli. J'ai jamais entendu le mot joli autant de fois dans ma vie que depuis cette émission. Mais il faut être positif dans la vie. Et donc il y a le match tant attendu. ActuFoot, il sera bien évidemment. On filmera cette rencontre, on vous proposera un résumé vidéo, peut-être même qu'on la fera en direct, on y réfléchit en tout cas, mais c'est le choc entre l'AS Cagnes-le-Cros et Villefranche-Saint-Jean-Beaulieu Football Club. Donc c'est vraiment le duel tant attendu entre ces deux clubs-là. Quand on connaît un petit peu ce qui s'est passé cet été, clairement on attend de voir un peu ce que ça va donner sur le terrain. Voir la première émission, écouter la première émission, elle est disponible sur toutes les plateformes audio évidemment pour ceux qui n'ont pas suivi, mais beaucoup de joueurs de Villefranche sont maintenant à l'AS Cagnes-le-Cros. C'est une rencontre à suivre aussi pour la qualité du football pratiqué par les deux équipes. Exactement. C'est pour résumer, c'est le VSJB qui s'affronte, mais qui affronte l'équipe qu'ils avaient l'année dernière. Oui, mais non, on peut même pas faire ce résumé-là parce que ces joueurs qui étaient à Villefranche-Beaulieu l'année dernière, ils étaient encore à Cagnes-le-Cros l'année d'avant, donc c'est encore même plus compliqué que ça. C'est des allers-retours et c'est ça fait un petit peu l'ascenseur entre les deux équipes. On a d'y être. En tout cas, ça va être très très sympa et nous on y sera avec la caméra d'ActuFoot, il sera. On essaiera de vous proposer ça de la meilleure des manières possibles parce que c'est une des grosses affiches dans le 06 en tout cas de ce troisième tour de Coupe de France. C'est quand exactement C'est dimanche 15h. Alors on n'a pas encore la programmation officielle, ça peut encore bouger. D'accord. Et on reste sur l'AS Cagnes-le-Cros, mais cette fois-ci chez les U14, puisque Kevin, je sais pas si je t'ai pris quelque chose, mais chez les U14. Rida, on peut peut-être faire un clin d'œil là-dessus, puisque toi tu étais au match contre Pays d'Aix, les U14 de l'AS Cagnes-le-Cros, match nul. Qu'est-ce que tu as pensé de cette génération ? Alors il faut quand même rappeler, c'est le premier match de championnat. Depuis 2 ans maintenant, existe ce niveau U14 régional. U14 régional, c'est quoi ? C'est, comme vous voyez, je dis régional, je dis pas R1, R2. Puisque c'est d'abord une première phase qui se déroule de septembre à décembre. Et à la suite de cette phase-là sera constituée la poule R1, la poule R2. Cette poule R1 permet de monter plus haut en U15 la saison d'après. La poule R2 te permet de rester en U15 régional ou de descendre en U15 district si jamais tu n'es pas dans le bon wagon. Kevin. Pour compléter un petit peu tes informations, Rida, le groupe de U14 R1 sera composé de 8 équipes. Ce sera les équipes classées aux 2 premières places de chaque groupe de la phase 1 et il y aura 2 groupes de U14 R2 de 8 équipes composés des 16 équipes restantes des 4 groupes de la phase 1. Exactement. Et donc là actuellement dans la phase 1 c'est des poules de 6, 4 poules de 6 donc en tout. Et donc moi j'étais donc du coup au match entre Cagnes-le-Cros et le Pays d'Aix FC. Ouais, et juste avant que tu rentres dans le détail du match, on peut aussi se poser la question sur comment ont été établies ces poules, puisqu'en termes d'équilibre, c'est un petit peu... C'est un peu n'importe quoi, on peut le dire. C'est pas joli, c'est pas joli. Bon là par exemple la poule B, elle est clairement... Il y a 2 équipes comme on l'a dit qui montent en U14 R1. Sur ces 2 équipes, donc là, dans cette poule-là, dans cette poule B, très spécifiquement, tu as quand même déjà l'OGC Nice, Cagnes-le-Cros et Gardia Club, qui sont 3 grosses équipes. Donc forcément, il y aura un déçu dans les 3. Et le Gardia, c'est une très belle génération U13. L'OGC Nice, excellente également U13. Et pareil pour Cagnes-le-Cros, qui a une très belle équipe également. Donc franchement, ça va être un très très joli duel là, dans cette poule-là, qui sera à suivre. Fabrice, tu demandais comment étaient constitués t'as la réponse, Kevin. les poules. Oui, j'ai la réponse. Donc d'abord, il y a les clubs qui ont un centre de formation, qui sont automatiquement qualifiés dans ces groupes de U14R. Donc on a l'OM, l'OGC Nice, l'AS Monaco. Et ensuite, on prend les 3 meilleurs clubs appartenant au district de Provence, les 2 meilleurs clubs appartenant au district de la Côte d'Azur, les 2 meilleurs du district du Var, les 2 meilleurs du district Grand Vaucluse, le meilleur du district des Alpes, et enfin les meilleurs autres clubs au classement général, ce qui permet d'atteindre le nombre de 24 clubs participants.
Ouais, c'est quand même pas mal. D'accord, non, mais après la répartition des poules sur le. Après, la répartition des poules, je pense, c'est du hasard. C'est un tirage au sort, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Ils n'ont pas fait en mode Champions League où vérifier que certaines équipes voyaient des favoris, des Bouche-froide, chapeaux. boule-froide, c'est ça? Ouais, non, mais je sais pas, c'est bizarre. Mais effectivement, là, pour le coup, si c'est du hasard, il a été un peu cruel pour les uns et un peu plus clément pour les autres. Ce que je te propose, c'est qu'on essaiera d'avoir un président de la commission des compétitions de la Ligue Méditerranée, peut-être qu'il nous donnera un meilleur écho sur la constitution de ces groupes-là. Et puis on aura également un coach U14 qui viendra un petit peu en parler. Je pense que ça sera super intéressant dans une prochaine émission. C'est vrai, écoute, avec plaisir, Rida. On va sur le match. Ouais. Ce match-là, donc c'était la première journée entre Cagnes-le-Crau du coup et le Pays d'Aix FC. Forcément, qui dit première journée, dit, comme je disais tout à l'heure pour les seniors, ça vaut également pour les jeunes. On n'est pas encore complètement en place. Une première mi-temps plutôt insipide. Très clairement, il s'est pas passé grand-chose. Énormément de déchets techniques. Alors oui, on est en U14, mais on est quand même en U14 régional. Premier passage, football 11. Alors voilà, premier passage au football à 11. Il ne faut pas oublier que la saison s'est arrêtée en mars. Il n'y a pas eu donc du coup cette transition qu'il y a d'habitude chez les clubs à partir de fin mars, début avril, où tu commences à faire cette fameuse bascule. Donc là, effectivement, on a senti deux équipes un petit peu tétanisées qui avaient envie de bien faire, mais qui malheureusement avaient un petit peu de mal. C'était extrêmement brouillon, vraiment cette première période. Je ne sais pas ce qui s'est dit au vestiaire à la pause, mais il y a eu des deux côtés, il y a dû avoir des mots très clairs, puisqu'ils sont rentrés avec un tout autre état d'esprit, et c'est pour ça que j'aime bien aller voir ce genre de match-là, parce que c'est ce que j'ai vu en deuxième mi-temps. C'est un match plus ouvert, avec des occasions, avec un peu plus d'envie, un peu plus un peu moins de déchets techniques, et donc c'était un peu plus juste. Enfin, c'était un peu mieux en deuxième mi-temps, mais globalement, forcément, sur un match U14R, et d'autant plus pour Cagnes-le-Crau, on attendait un poil plus. On est dans une catégorie qui est hyper importante, comme on l'a dit, avec la transition foot à 8, foot à 11. Est-ce que toi, tu as remarqué, Rida, quand tu as observé un peu ces deux équipes, qu'il y avait un plan de jeu ou quelque chose qu'on voulait apprendre, communiquer aux joueurs? Est-ce qu'on leur a donné des consignes précises ou alors ce qui est déjà quand même, c'est là où on voit aussi quand même que c'est le niveau régional, c'est qu'il y a quand même déjà une intelligence à la moyenne qui est déjà quand même plutôt bonne, puisqu'il y a un très bon placement de la part des jeunes. Il y a très peu de garçons qui dézonent, où tu entends le coach te dire reviens, redescends, reste à ta place, etc. Donc il y a vraiment, ils écoutent extrêmement bien les consignes. C'était bien en place des deux côtés. C'est peut-être même ce que je leur reproche un petit peu en première période, c'est que c'était peut-être trop en place. Mais sinon, non, franchement, la mise en place des deux côtés était plutôt bien, plutôt correcte. Ce qu'il a manqué, c'est peut-être un petit peu de folie. Et surtout ce déchet technique, c'est vrai que c'est pas évident. J'aurais plus pensé ça en fin de deuxième mi-temps, parce que t'as une grande couverture de terrain, enfin t'as un grand terrain à couvrir, t'as un temps qui se multiplie, puisque maintenant tu joues 2 fois 40 minutes, donc c'est beaucoup plus que ce que tu joues en U13. Donc forcément, tu as peut-être un peu moins l'habitude. À la fin, les jambes peuvent être un petit peu lourdes et tu peux avoir ce déchet technique-là. Et c'est vrai que là, on l'a eu directement en première mi-temps. Même si on a eu des petits en place, il y a eu beaucoup de passes manquées. Ça a enchaîné 2-3 passes et puis la 4e était perdue. Comme chez les grands finalement. Comme chez les grands, exactement. Et il y avait peu de mouvements devant. Voilà, c'était pas le plus grand match. J'ai eu le coach par téléphone par la suite. Il s'en est même excusé. Il m'a dit désolé pour ce que tu as pu voir samedi. Ça arrive, voilà. Mais et il faut aussi rappeler dire simplement que du côté de Cagnes-le-Crau, le meilleur joueur de cette équipe n'était pas présent, puisqu'il avait été puni par le coach. C'est pas grave ça. Il faut pas s'attarder sur un joueur en particulier. Et je trouve ça très bien que le coach punisse le meilleur élément entre guillemets, parce que ça montre qu'il n'y a pas de passe droit, que l'éducation elle est importante, et les coachs qui mettent quoi qu'ils fassent, quel que soit leur comportement, les très bons joueurs pour juste faire gagner l'équipe. Moi je trouve ça limite. Donc là on peut saluer ce comportement. Comment s'appelle le coach? C'est Nico Jossoran, et on est clairement dans de la formation. Donc voilà. Quand on est dans de la formation, alors certes le résultat prime, mais il nous le disait d'ailleurs Farid Tabé la semaine dernière, même lui est arrivé très tard au résultat. C'est-à-dire que d'abord il pense formation, et là quand on est en U14, alors certes ils ont cette pression d'être en phase 2 pour être tranquille, parce que si t'es en phase 2 R1 tu sais que t'es tranquille l'année prochaine, t'es quand même en R, mais
voilà, il faut quand même aussi penser à la formation des gamins et c'est ce qu'ils font plutôt très bien à Cagnes-le-Cros. Mais c'est bien parce qu'il y a d'autres clubs qui font pas ça. Enfin, vous pouvez ne pas venir en entraînement, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Si vous êtes bon et que vous pouvez faire gagner votre équipe, vous avez tous les passes droits et les plus méritants au niveau du comportement, de la civilité à l'entraînement, ils passent peut-être au second plan. Et du coup, même pour eux, comment s'y retrouver, si les valeurs du club sont vacillantes déjà, est-ce que en termes même de justice sociétale, ça pose question et donc c'est pas l'exemplarité qui prime et du coup même le discours du coach pour moi il perd en crédibilité. Donc là le fait de faire ça, de sanctionner son très bon joueur, bravo, il méritait d'être puni, bravo Nicolas, bravo l'AS Cagnes-le-Cros. Et puis quand même juste pour ce match où j'ai assisté à quelques bribes de ce match, moi je suis toujours surpris par l'engagement déjà des U14 et même des gabarits. Après la différence de gabarits à ces âges-là au niveau de l'adolescence, de la préadolescence pardon, il y a quand même des beaux bébés, c'est bien, c'est intéressant comme catégorie aussi à regarder. Moi je suis aussi surpris par les tribunes. Ah, c'est-à-dire Enfin, les tribunes, c'est un florilège d'un peu tout. Alors c'est vrai que les parents sont là, ils sont à fond, ils supportent leurs petits. J'ai bien aimé parce qu'avant le match, il y a une maman qui disait, qui a répété à son groupe de mamans, de parents plutôt, excusez-moi, qui a répété, on essaie de pas trop leur mettre la pression. C'est leur premier match. Donc, j'imagine. C'est dire. Mais ils veulent encore une fois. Je vais pas leur trouver des excuses à chaque fois, mais ils veulent bien faire. C'est bonnard, voilà. C'est bon enfant, mais ils sont un petit peu durs. Tu sens qu'ils mettent une petite pression. La pression, elle vient presque plus des parents que du club ou de l'éducateur. Alors tu disais d'ailleurs en antenne que tu avais entendu des parents qui insultaient même leurs propres enfants, et moi ça me fait halluciner des parents en tribune qui insultent leur enfant comme ça. Je suis à chaque fois choqué. Ils sont exigeants. Non mais exigeant, ça veut rien dire. Exigeant. Je sais bien, mais insulte ton fils. Si, ça veut dire c'était quoi ? Vas-y, dis-moi. Ça veut dire qu'ils sont exigeants. Après, il ferait mieux d'être exigeant dans leur rôle de parents. Exactement. Eux, pour eux, d'une certaine manière, quand ils voient leur petit en U14R, c'est déjà le début de quelque chose. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Premier réflexe, c'est de le pousser à être encore meilleur. En l'insultant. Alors, l'insulter, c'est pas la meilleure des manières, encore une fois, mais c'est le réflexe, j'ai envie de dire, presque naturel chez eux. Non, mais Rida, je te trouve bien complaisant. Est-ce qu'il y avait des parents à toi, que tu connaissais, des amis dans les tribunes ? Non. On est parents, on supporte ses enfants, on n'insulte pas son fils, sa fille qui joue au foot. Non mais c'est n'importe quoi, ou qui joue, excusez-moi. Même les autres enfants. On n'insulte personne. Pas les enfants. Mais donc on peut pas, je peux dire oui, non mais c'est la base. Non. On n'insulte pas et quand on est sur le terrain, quand on entend une insulte qui vient des tribunes, en plus de quand c'est ses parents, c'est déstabilisant. C'est très déstabilisant. C'est hyper déstabilisant. Et après pour les parents, il faut savoir aussi qu'il y a le mécanisme psychologique suivant, c'est-à-dire que comme les parents en tribune se font pas de cadeaux. Au sein d'une même équipe, si un joueur va déchirer, le parent d'à côté va dire oh là là, qu'est-ce qu'il a fait celui-là. Donc en tant que parent, on peut avoir le réflexe de surinsulter son fils pour montrer qu'effectivement on voit les choses. Enfin, il y a tout un mécanisme de psychologique qui est un mécanisme de fou, disons-le clairement. Il ne devrait pas y avoir d'insultes, tout simplement. On doit encourager les joueurs. Et puis après, on peut être déçu d'une passe ratée, mais calmons-nous quand même. Après, est-ce qu'il y a des solutions à mettre en place par rapport à ce phénomène-là ? Est-ce que l'arbitre peut avoir un rôle à jouer ? Est-ce que l'entraîneur, l'éducateur de l'équipe peut aller voir les parents avant un match ou pendant qu'il est en train d'insulter ou de gueuler sur le bord du terrain ? Là, pour le coup, je pense pas que l'éducateur, c'était l'éducateur c'est les parents du Pays d'Aix qui étaient un petit peu, pas véhéments, mais c'est encore une fois, c'est des insultes... on va dire, je sais pas si on peut dire ça douce, c'était pas non plus. Oui, c'était pas, d'accord, encore c'était pas non plus des très grosses insultes, c'était pas vulgaire, voilà. Il a pas sorti le Kalachnikov. C'était pas vulgaire. Je doute que le coach, qui est complètement de l'autre côté terrain de tennis à Sauvégo, entende clairement les parents dire ces propos-là. En tout cas, bon, c'est un sujet. Je vois Rida que tu regardes ta montre, t'as raison. Donc, on reviendra sur ce sujet, Kevin, parce que moi, ça me tient beaucoup à cœur aussi. Mais voilà, on le mentionne pour l'instant. On y reviendra. S'il y a des solutions, quelles sont ces solutions ? Et même pour les éducateurs, c'est déstabilisant aussi. Enfin, pour tout le monde, finalement. Donc, ça n'apporte rien. C'est tout pour le U14. Et du coup, j'ai un peu changé l'agenda de cette émission, mais on va faire ce zoom sur la D1 maintenant. On s'adapte. Voilà, on est comme ça, c'est la voie du foot. Exactement, c'est exactement ça. Et on va faire le zoom D1 avec Olivier Ferrandès, l'entraîneur
l'entraîneur. Non, et pas président, mais parce que moi je vois loin. Vous voyez, je vois loin. Je sais qu'il allait dans l'ongle. On va lui poser la question. Vous voulez pas avoir les résultats peut-être avant de commencer, ou alors vous préférez peut-être parler. Allez, vas-y, Kevin. justement, Lâche-toi sur le résultat. Bon, pour commencer, il y a Pemenade qui a battu le FC Antibes 2-1. Pemenade d'ailleurs qui vient de monter en D1. Oui, exactement. Donc 2 buts, un doublé de Deveau pour Pemenade et Mekeldi pour le FC Antibes qui a réduit l'écart. Le FC Mougins et l'AS Moulins se sont quittés sur un score nul 2-2, avec notamment un doublé d'Alami pour Mougins. Le CDJ Antibes a battu Carros 2-0 avec des buts de Ebidi et Herzi. Très belle performance des Baou qui l'a emporté 4-1 face à la Trinité. But de Semedo, d'Emchangama, de Bellardi et de Ben Serail. Le FC Beau Soleil face au Plan de Grâce, on a vu 7 buts dans ce match, 7 buts. C'est le FC Beau Soleil qui l'a emporté 4-3 face à Plan de Grâce. Ensuite, la réserve du VSJB et le Stade Laurentin se sont quittés sur un score nul 1 partout. Et pour finir, justement, puisqu'on va parler avec Olivier Ferrandez, l'AS Roquebrune Cap-Martin a perdu 3-4 face à Saint-Sylvestre avec des buts de Rinardi et Carvalho, un doublé pour l'AS Roquebrune Cap-Martin, et Saint-Sylvestre qui a vu Zouya et Bodian ouvrir le score, et c'est Atouri qui a fini avec un doublé. Olivier Ferrandez, coach de cette équipe de Saint-Sylvestre de D1, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour. Eh oui, je suis là. Bonjour à tous. Bonjour Olivier. C'est beau la technique quand ça s'enchaîne comme ça. C'est magnifique. Alors, est-ce que vous voulez devenir président de ce club de Saint-Sylvestre? C'était une question. Non, jamais de la vie. Ça m'intéresse pas. L'administratif, la présidence, ça m'intéresse pas. Moi, il n'y a que le vestiaire et le terrain qui m'intéressent. Ah, voilà, yeah. Un vrai coach. C'est un coach à l'ancienne. On va justement parler des terrains et ce premier match. Pour un promu, aller battre Roquebrune chez lui, forcément, aujourd'hui, tu es satisfait. Oui, je serais satisfait. Après, on s'est fait vraiment peur parce que on a manqué de maîtrise dans ce match parce qu'on mène quand même 2-0 au bout d'une demi-heure et on a les occasions pour tuer le match, on les met pas au fond. Et les 2 premiers buts qu'on prend, c'est vraiment des énormités qu'on fait. Et quand on offre l'égalisation, on se retrouve 2-2 à la mi-temps, quoi. Ouais. Donc après, ça a donné lieu à un match fou. En deuxième mi-temps, ils loupent un penalty. Ils auraient pu prendre l'avantage. Derrière, on remène 4-2. Et dans les arrêts de jeu, on prend le 4-3 et ils ont l'occasion pour mettre le 4-4. Donc j'étais très content de gagner, mais un peu déçu de manquer de maîtrise. Quand on a 2 buts d'avance et qu'il y a les arrêts de jeu, c'est fini, quoi, normalement. Qu'est-ce que tu penses de ce niveau-là en D1? C'est une D1 assez particulière cette saison, puisque ça va être une D1 à 14. Qu'est-ce que ça va changer? Comment tu vois les choses? Moi, je pense que ça va être encore plus beau et plus difficile cette année. Ouais. Parce que vu qu'il y a plus de matchs, il y aura besoin de plus de joueurs, parce qu'il y aura plus de blessés, il y aura plus de suspendus, il y aura plus de points à prendre. Moi, j'ai connu la D1, enfin la D1 c'était la PHA à l'époque, j'entraînais déjà à 14. Ouais. Il y a une équipe, j'ai vu des équipes monter en DHR avec 6 défaites, quoi. Ouais. Parce que il y avait tellement de matchs que c'était possible. Alors qu'à 12, à 3-4 défaites, on sait que c'est fini, quoi. Ouais, forcément. Donc ça va vraiment être ouvert. Pareil pour le maintien. Le maintien, et il faut à 8-9 matchs, il faut gagner au moins 8-9 matchs pour se sauver, quoi. Ouais. Donc il va falloir plus jouer, il va falloir plus aller gagner des matchs, il va falloir moins calculer, voilà. Quel est ton objectif, toi, en tant que club promu? Alors moi, tout simplement, je suis avec cette génération que j'ai, hormis 2-3 anciens, c'est des jeunes que j'ai récupérés il y a 3 ans lorsqu'on est descendu de PHA à PHB à l'époque. Ouais. Donc j'ai reconstruit avec des jeunes qui avaient 18 ans à l'époque, ils ont 21 ans actuellement. Donc il y a une ossature d'une dizaine de joueurs. C'est leur 3e saison senior, ils sont en pleine progression. Ils ont fait 2 grosses saisons en PHB. Là, on est en PHA, donc j'attends beaucoup d'eux, de voir ce qu'ils sont capables de faire. Donc ensuite, on s'est projeté, on s'est dit, on fait les matchs allés. Les matchs allés, on calcule pas. On donne tout, on essaie de gagner tous les matchs allés, on voit ce qu'on fait. Et quand on aura fini les matchs allés, on regardera. Ouais. Si on est à 5-6 points de la montée, on jouera la montée. Si on est à 5-6 points du maintien, on jouera le maintien. Ouais. Et si on est à 15 et 15, on fera un ventre mou, ça sera comme ça, quoi. Oui, on définira les objectifs à la mi-saison, quoi, en gros. Ok. Olivier, est-ce qu'il y a une différence énorme de niveau entre le niveau D2 et D1 Oui. D'accord. Oui. Il y a une vraie différence. Je l'ai connu parce que je suis déjà monté de PHB à PHA il y a 7-8 ans avec Saint-Sylvestre. Et en arrivant en PHA, je pensais arriver costaud avec la même équipe, 2-3 renforts et me dire allez, on va continuer sur ce qu'on a fait en PHB, mais pas du tout. C'est vraiment notre monde, la PHA, c'est beaucoup plus élevé le niveau que la PHB. Et il y a des équipes qu'on sent favorites, on va dire, des équipes un petit peu que tu vois mener le championnat? Ouais, moi au début j'avais dit la réserve de Saint-Jean c'est quand même une réserve de National 3, donc je sais que la première ils ont un gros effectif, donc il y a beaucoup de descentes tous les week-ends.
Donc je me dis si les descentes seront là et c'est une équipe qui sera en haut. Après là je sais qu'en début de saison ils n'ont pas beaucoup de descentes à donner puisqu'ils ont pas l'effectif au complet au max. Mougins, je sais que l'entraîneur Jérémy Bouchacourt il travaille bien et il a un peu fait comme j'avais fait moi à l'époque, c'est-à-dire qu'il a entraîné en 17, en 19 ligues à Saint-Jean, à Mougins dans des bons niveaux. Là il passe senior, il récupère des joueurs qu'il a eu en jeune, donc il a pris de l'expérience de la ligue. Il a des Mougins c'est structuré, donc je pense que Mougins ça peut être une bonne équipe cette année, je pense aussi. Très bien. Après les autres je connais pas trop. Il y a des équipes, c'est à peu près la même équipe chaque année. Il y en a qui sont dû se renforcer. J'attends un peu de voir pour vraiment me situer. Je connais pas tous les effectifs. De toute façon, comme tu l'as dit, tu feras un point à la mi-saison quand on aura un petit peu rencontré tout le monde. Tout le monde fera un point à la mi-saison parce que là, quand on est sur la ligne de départ, on est à peu près tous à se dire cette équipe, ils ont tel joueur, ils sont bons, eux, ils sont bons. Alors, on verra à la mi-saison et on verra où on en est. C'est ça, exactement. Juste un dernier point, Olivier. Il me semble depuis peu maintenant, vous vous êtes lié avec My Coach pour le club. Qu'est-ce que ça change de rentrer dans une nouvelle ère? Ce qui est bien, c'est que au niveau du matériel pour travailler, ils vont beaucoup nous accompagner. Ouais. Après, dans un premier temps, comme il a expliqué le responsable de My Coach, Cédric Messina, ça va être beaucoup axé sur les jeunes en premier temps. Ouais. Et petit à petit, on montera vers les seniors. Pour l'instant, nous, on va participer aussi à ce projet, mais ça sera quand même beaucoup plus pour les jeunes. Ils vont créer une section sportive avec des écoles. Ils vont faire un suivi médical. Ils vont faire un suivi sur plein de choses. Extra football, mais dans le domaine du sport. Ouais. Au niveau de My Coach, de l'application, tout ça, des séances d'entraînement, des espaces d'exercice, tout ça, il y aura un gros accompagnement là-dessus et je pense que pour les jeunes, c'est bien, ça structurera encore plus le club et ça nous donnera des meilleurs seniors dans quelques années. Olivier Fernandez, merci beaucoup. En tout cas, on est content de voir que ça bouge. Merci à vous. Franchement, c'est un bon délire que vous faites, c'est bien. Merci beaucoup. Malgré que je sois pas un spécialiste des réseaux sociaux ou d'internet ou de ces nouveaux trucs, même si je suis jeune, mais en tout cas, c'est bien ce que vous faites. Ça met en lumière le foot amateur qu'on est nous et ça nous fait plaisir vraiment. Merci beaucoup Olivier. Merci beaucoup et j'espère qu'on vous aura souvent parce que vous êtes bavard et ça fait plaisir. Pas de problème. Vous m'appelez quand vous voulez. J'aurai toujours une open line pour vous. Aucun problème Olivier. Ciao. Allez, ça marche. À bientôt. Allez, merci. Voilà qui fait plaisir. Un entraîneur qui a la pêche. Hein. On sent qu'il a cette énergie et j'imagine qu'il peut la transmettre facilement à ses joueurs. Et puis je disais sur le club de Saint-Sylvestre, ça fait plaisir de voir ce club qui revient un petit peu, en tout cas qui a envie de venir sur le devant de la scène avec cet accent qui est donné aux jeunes. Et Dieu sait si c'est important dans la voie du foot de parler des jeunes de la préformation, de leur offrir des outils, ouvrir une section sport pour éviter aussi le décrochage scolaire. Donc c'est hyper important, bravo. Et puis il y a une place à prendre parce que c'est vrai en plus dans cette section finalement avec certains clubs historiques qui sont un peu sur la descente. C'est bien de voir Saint-Sylvestre aussi historique qui lui est clairement sur la remontée. Donc on va suivre. La voix du foot, messieurs, c'est aussi la voix des auditeurs, la voix des passionnés, des amoureux du football tout simplement qui sont sur le terrain régulièrement, que ce soit des parents, des arbitres, des joueurs, des entraîneurs, des dirigeants. Si vous voulez prendre la voix du foot d'assaut et si vous voulez surtout parler dans cette émission, il n'y a aucun problème. C'est une antenne qui vous appartient. Vous nous envoyez un message, vous laissez vos coordonnées, contact@lavoixdufoot.fr par exemple pour le numéro de téléphone. Et puis dans cette démarche-là, justement, il y a Robert Battistelli, le coordinateur sportif de l'entente sportive des Baous, qui tenait à s'exprimer sur la voix du foot. Bonjour Robert. Allô. Robert Battistelli, bonjour Fabrice, la voix du foot, je suis avec Rida et Kevin, vous êtes en direct. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Robert. Alors, Robert, on est heureux de vous accueillir sur la voix du foot. Vous êtes le coordinateur sportif de l'entente sportive des Baous et vous vouliez vous exprimer au sujet des entraîneurs, les entraîneurs des jeunes. Oui, écoutez, cette année j'ai pris des nouvelles fonctions, étant partie d'un club qui s'appelle l'AS Moulins. Et alors j'ai été recruté pour amener une coordination sur les éducateurs, avec un projet sportif, un projet pédagogique aussi. Et puis voilà, aujourd'hui on voit beaucoup de travail fait sur le terrain, avec de nouvelles méthodes, des entraîneurs jeunes, de plus en plus jeunes, vraiment de plus en plus jeunes, avec de nouvelles méthodologies et un gros travail fait techniquement, tactiquement et psychologiquement sur les enfants aussi, très important. Mais là, vous parlez en général ou pour le Baou ?
Je parle sur un secteur général en fait. Secteur général du club. Oui. D'accord. Et alors, c'est quoi vous parliez de projet pédagogique, c'est quoi le projet pédagogique? Alors aujourd'hui, on aimerait, nous sur le club là-haut, on aimerait ouvrir un petit peu comme des sports-études avec le collège de Saint-Janet, tout ça, et pouvoir permettre à des enfants en plus grand nombre de pouvoir avoir, voilà, tout à fait, avoir des sections sportives, tout ça, et amener un plus grand nombre aussi d'enfants à pouvoir pratiquer, que ce soit en loisir, puisqu'on veut ouvrir une section loisir aussi, pour les mamans, pour les enfants, pour les parents, pour tout le monde, parce qu'on n'a pas forcément tous envie de faire de la compétition. On a des personnes qui aiment bien faire du sport, qui aiment bien jouer au foot, mais simplement dans le loisir et avec quand même un cadre, des règles, avec des entraînements, mais sans forcément faire de la compétition le week-end. Ah, c'est très sympa ça comme idée, parce que c'est vrai que le foot, alors quand il y a des gros clubs, il y a des équipes élites, on est dans la compétition, mais il y en a qui n'ont pas forcément le niveau, mais qui aiment le foot pour autant, et qui effectivement doivent continuer à pouvoir jouer au foot dans un cadre de foot loisir, et puis faire jouer les mamans qui parlent beaucoup aussi en tribune et qui supportent leurs enfants parfois trop, c'est bien de les faire jouer au foot dans un cadre loisir. C'est leur faire découvrir un sport, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup de parents qui aujourd'hui suivent leurs enfants, n'ont pas eu une grande pratique du sport en lui-même ou du football, et ne connaissent pas vraiment les règles. Alors c'est très facile après de crier sur l'arbitrage, voire même j'ai vu des comportements un peu scandaleux de crier sur des enfants, tout ça. Donc nous, ça nous permet justement de vouloir faire découvrir ce sport avec ses règles, avec son cadre, aux parents, et en même temps, même pour certains enfants qui n'ont pas envie de faire la compétition, c'est de pratiquer le sport avec papa, maman, mamie, tata, tonton, et de faire une activité ensemble dans le cadre de loisirs. Est-ce que pour vous, petit à petit, le football justement tend vers cette pratique loisir? Je pense de plus en plus. Sincèrement, je pense de plus en plus, parce qu'on a été pendant des années un peu formaté sur un football vraiment de compétition, de résultats. Moi, pour tourner beaucoup autour des terrains, et pas que chez nous, sur tous les terrains, on le voit dans l'attitude des dirigeants, on le voit dans l'attitude des parents. Il y a beaucoup d'attentes de résultats, de progression de l'enfant, et on en oublie presque que avant tout, c'est un sport où on est là pour s'amuser, pour prendre du plaisir, tout ça. Et nous, ce qu'on essaie d'inculquer, alors oui, on garde bien sûr le côté compétition, ça c'est normal, mais on veut aussi développer ce côté loisir, convivialité, échange et partage. Pour revenir à la partie compétition, aujourd'hui, ton propos c'était sur l'éducateur les entraîneurs jeunes en plus particulier. Est-ce que c'est important aussi qu'un entraînles soit diplômé? C'est fini un petit peu ce temps de l'entraîneur un peu bénévole, le papa, la maman. Il faut aujourd'hui des entraîneurs compétents pour former les futurs joueurs de demain. Et comment vous les choisissez surtout ces entraîneurs? Pour moi, je suis pas absolument d'accord, parce que justement, plus on va dans le diplôme, plus on va dans la compétition. Moins on est dans le psychique avec les enfants. Moi, j'aime bien aussi ce côté un peu convivial avec aussi des parents qui ont envie de s'investir, qui ont envie d'échanger. Alors pas forcément le papa qui va entraîner son fils, mais des parents qui s'intègrent dans un club et qui ont envie d'aider aussi. Aujourd'hui, on s'aperçoit que dans tous les clubs, le bénévolat est en train de partir en fumée. Oui. Et je trouve ça un petit peu dommageable pour le foot et pour l'avenir du football chez nous. C'est vrai que c'est un point que vous soulevez qui est important, parce que, qui est en tout cas un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on augmente en compétences l'idée en général au niveau des entraîneurs, donc en les formant, les clubs les forment, ils les amènent à se diplômer, mais on perd un petit peu après ce désintérêt, ou en tout cas cette générosité du bénévolat pur pour aller, pour être vraiment là à l'accueil. Pour faire simple, on est complètement dans le financier aussi derrière. C'est-à-dire qu'un entraîneur, et je trouve ça quelque part normal aussi, un entraîneur qui passe des diplômes, des formations, tout ça, la première des choses qu'il va chercher, c'est ok d'avoir une équipe avec un certain niveau, mais c'est surtout aussi d'avoir
une rémunération derrière. C'est ça évidemment. Donc du coup, effectivement, il faudrait trouver ce mix entre l'éducateur qui veut progresser, et c'est normal parce que c'est une passion aussi, il a pas forcément vocation à rester chez les U6 toute sa vie, même si encore une fois, mais il faut trouver aussi faut pas mettre de côté ces bénévoles éducateurs passionnés qui eux veulent peut-être pas forcément monter en compétence au niveau des diplômes, mais qui ont cette compétence au niveau de l'expérience et cette passion pour être là tous les jours auprès de ces jeunes. Mais tout à fait. Nous aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. On a un dirigeant qui est au club, qui est même pas entraîneur, et pourtant, quand je vais vous dire qui c'est, on le connaît tous. Il s'appelle Onyekachi Apam. Oui. C'est un garçon qui vient, qui passe énormément d'heures avec les enfants, qui est bénévole, qui ne veut même pas passer ses diplômes. Pourtant, avec l'expérience qu'il a, on s'attendrait quand même à avoir un garçon comme ça évoluer, prendre des équipes de foot à 11 et être plus dans la compète. Mais quand vous parlez avec Apam, la première des choses qu'il va vous dire, c'est non. Moi, je veux voir le sourire sur la bouche des enfants, je veux leur apprendre, je veux échanger avec eux, je veux prendre du plaisir. Aujourd'hui, il est éducateur à quel niveau? Il est éducateur en U11 chez nous. D'accord. Et il continue aussi à jouer en senior avec l'équipe senior? Oui, il a repris cette année. Là, il n'est pas encore prêt physiquement, mais il a repris cette année avec nous. D'accord. Et pour revenir sur les éducateurs, combien sont-ils payés les éducateurs de manière générale? Et est-ce qu'il n'y a pas des clubs qui exagèrent un petit peu avec ces sommes-là? Oui, complètement. Non, mais complètement. Alors, vous donner un ordre de prix, je pense que chez le foot réduit, ça doit partir de 100 € et ça peut monter jusqu'à des 500 €. C'est énorme. 500 € et par mois. Oui, et puis je parle même pas de ce qui se passe après sur des structures bien plus importantes, sur du foot à 11, sur le monde senior. Aujourd'hui, on est sur des sommes qui m'en dépassent, sincèrement. Alors pour revenir sur votre entraîneur, effectivement éducateur à Apam, que tout le monde connaît, quand même. Juste parce que c'est vrai que tout le monde le connaît, mais justement comme tout le monde le connaît, vous savez qu'il n'y a aucun comportement qui n'est pas signalé ou reporté. Il faudrait que parfois au niveau des arbitres ils soient un petit peu moins véhéments, parce que j'ai entendu dire que lors de rencontres parfois ça arrivait de pas lâcher l'arbitre et du coup c'est un petit peu compliqué à gérer. Donc il faut aussi ce modèle d'exemplarité. Mais complètement. De toute manière, je vais vous avouer qu'un éducateur qui sur un banc de touche, quel qu'il soit, qu'il soit en U6, qu'il soit en foot à 11 ou en senior, un éducateur qui est excité sur un banc, qui est énervé, qui est agressif, qui a un comportement anti-sportif, la seule chose que vous allez arriver à faire, c'est que votre équipe sur le terrain va monter en pression, va être stressée. Alors quand c'est pour des enfants, ça va être du stress négatif. Quand c'est pour des ados, on va être dans du stress complètement dans la démonstration, où on va contester, on va râler. Et quand on est sur le monde senior, c'est de l'énervement, ça peut aller loin, ça peut être des bagarres. J'en ai encore vu aujourd'hui, sans critiquer ou quoi que ce soit. Mais on voit encore aujourd'hui que même en National 3, ça va très vite. On a des bagarres qui se déclenchent. Et moi, je pense qu'à un moment donné, on pourra me tirer dessus. Mais que pour moi, l'éducateur, à un moment donné, a un rôle très très important là-dedans, dans la gestion de son groupe. C'est pour ça, vous avez raison, je vous rejoins complètement, mais c'est pour ça que je vous parlais aussi d'Apam, que le comportement aussi, même d'un quelqu'un d'illustre et aussi passionné soit-il, doit faire des efforts, et c'est pas facile parfois, mais de dire on est observé en permanence en réalité, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tout, ça va très très vite. Tout à fait. En tout cas, Robert Battistelli, merci beaucoup d'être intervenu. Vous venez quand vous voulez. C'était intéressant de vous écouter et d'avoir cette philosophie. Je vous remercie en tout cas de m'avoir accueilli. On fera un point de temps en temps pour savoir par rapport à cette philosophie de football loisir. Est-ce que vous avez déjà fait jouer les mamans, les papas Avec plaisir. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup. À très bientôt, Robert Battistelli. À très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Allez, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Donc c'est intéressant. On arrive à la fin de cette émission, simplement pour vous dire que vous pouvez nous appeler, tout comme Robert Battistelli, il n'y a pas de problème, vous nous envoyez un message. Alors je vous répète le numéro de téléphone tout de suite, 07 87 21 37 75 ou contact lavoixdufoot.fr. Et pour terminer cette émission, je vous l'ai dit en tout début, petite anecdote, ce week-end avait lieu un match de régional, première journée de régional 2 des U16 opposant l'AS Cagnes-le-Cros au Cavigal, ou plutôt le Cavigal à l'AS Cagnes-le-Cros. Et alors pour la petite histoire
3-1 pour Cagnes-le-Cros. Mais pour la petite histoire, lors de l'échauffement, vous savez, l'échauffement des équipes, alors au Cavigal, ils n'ont pas voulu partager le terrain d'échauffement. Ils ont envoyé les joueurs U16 sur le bitume, sur le goudron, là, en leur disant allez-y là-bas, on n'a pas de terrain pour vous, on peut pas partager. Donc juste devant l'entrée des vestiaires, les joueurs de l'AS Cagnes-le-Cros ont dû s'entraîner sur le bitume. Pour un club qui met en avant la préformation, c'est tout simplement, franchement, un peu scandaleux. C'est honteux. C'est complètement honteux. Genre jouer un petit peu les... On n'est pas là pour faire ça, quoi. Et puis bon, défaite 3-1, donc finalement le karma. Mais je sais pas ce que t'en penses, Rida. C'est pas des attitudes aussi qu'on doit avoir. Calmez-vous. Non, clairement. Après voilà, on va essayer d'avoir le coach la semaine prochaine, par exemple, le coach ou quelqu'un du Cavigal pour un petit peu avoir des explications à ce niveau-là, parce que forcément, oui, c'est pas ce qu'on souhaite voir. Et comme on dit, voilà, c'est des jeunes. On est en U16, U15, U14. On est on est sur du jeune, on est sur de la formation, comme on disait tout à l'heure. Voilà, on va pas chipoter sur des petits détails comme ça. C'est pas très, ça sert pas à grand chose. C'est pas fair play. Ce ne sont pas les valeurs du foot. Les valeurs du foot, c'est le partage, la solidarité. Et là, c'est tout l'inverse. On laisse des gamins s'entraîner sur du goudron, c'est ça ? C'est ça, sur le bitume, juste en fait, et on partage pas le terrain d'entraînement. C'est très 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 limite. Donc je sais pas s'il y a des antagonismes entre les deux clubs, s'il y a des histoires, des règlements de compte. Mais voilà, je trouve que c'est très 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 moyen. Et on essaiera d'avoir le coach la semaine prochaine pour avoir quelques petites explications. Et le jour où il y aura un enfant qui se blessera sur le goudron parce que c'est trop dur, parce qu'il a fait une mauvaise chute, là on en reparlera. Le club peut-être prendra ses responsabilités ou pas, mais en tout cas il devra les prendre. C'est vrai, en disant mais pourquoi il s'est blessé là, comment ça se fait qu'il s'est chauffé là, bravo. Et puis là on peut aussi parler de plein de choses sur les droits et les devoirs d'un club qui aussi reçoit beaucoup de subventions publiques et qui doit aussi se montrer en termes d'exemplarité irréprochable, puisque c'est un club, on rappelle, qui est reconnu pour la qualité de sa préformation. Exactement. Quand même. Donc l'idée c'est pas de montrer du doigt, c'est de dire c'est une institution du football dans le 06, le Cavigal, et même en France en préformation et formation, faut pas l'oublier. Et donc on a des droits et des devoirs sur des petits trucs comme ça, même si parfois on peut se laisser emporter par l'esprit de la compétition pour marquer le coup, on veut bien le comprendre, mais bon. Et avant de terminer, un tout petit mot, parce que serait cette émission du 06 sans parler des U17 nationaux, des U19 nationaux très rapidement. Je coupe le générique. Non, laisse, c'était pas grave, tu aurais pu, on finissait en beauté. L'OGC Nice en U17 national qui est allé battre Saint-Priest sur son terrain et qui donc réalise 2 victoires en 2 matchs. L'AS Monaco de son côté a battu le RCF Toulon 3-0. Pour les U19, l'OGC Nice et le Sporting Club l'OGC a battu le Sporting Club Toulon 1-0. L'AS Cannes est allé battre Istres sur son terrain. Et dernier mot, c'est l'AS Monaco qui a été tenu en échec par Colomiers, 1 but partout, mais pour le moment qui reste en tête avec toujours ces magnifiques stats, 15 buts, 1 but encaissé, c'est magnifique. Merci beaucoup Rida, merci beaucoup Kevin, on se retrouve la semaine prochaine sur La Voix du Foot, à suivre sur lavoixdufoot.fr et puis via ActuFoot évidemment et sur toutes les plateformes de streaming audio. À bientôt. La Voix du Foot.